Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week pour une séquence savoureuse. Vous allez voir, on va se plonger dans le passé très ancien pour se projeter dans l'avenir. Les dinosaures, si on tend l'oreille, ont des choses à nous dire et beaucoup encore à nous apprendre. Je vous donne un chiffre qui m'a frappé. C'est en écoutant Romain Garouste qui était avec moi en plateau il y a quelques jours, à peu près. Hein. Mais la vie qui existe aujourd'hui, la vie qui vit aujourd'hui, c'est 1% de la vie qui a vécu. Donc finalement, s'inspirer de ces temps anciens, s'inspirer des fossiles, s'inspirer du dinosaure, s'inspirer de ce passé qui a vécu, c'est probablement le premier terrain de jeu du biomimétisme, et vous allez voir, c'est sidérant et frappant à quel point ces choses des temps anciens ont des informations et des leçons très contemporaines à nous donner. Donc je suis absolument ravi de parler lors de cette émission avec deux chercheurs à la pointe de tout ça au Muséum national d'histoire naturelle, de paléo-biomimétisme. Et avec ça, on va être accompagné de deux sommités dans le domaine. Nous sommes en duplex avec Alexandra Houssaye. Merci Alexandra, bonjour. Bonjour Alexandra, vous êtes directrice de recherche CNRS au Muséum national d'histoire naturelle. Et avec moi en plateau, Romain Garouste. Bonjour Romain. Vous êtes chercheur également, chargé de collection, chargé d'enseignement à l'Institut de systémique, évolution, biodiversité, CNRS et Muséum national d'histoire naturelle. On va démarrer avec une petite discussion, mais peut-être Romain, nous recadrer un peu dans le temps, sur l'échelle du temps, pour nous rappeler ces grandes phases de l'évolution. Gilles Boeuf, lundi matin, quand on a lancé cette folle semaine, nous rappelait que la vie n'est que dynamique, n'est qu'évolution permanente. Donc peut-être nous réexpliquer sur ces différentes grandes phases ce que nous sommes nous aujourd'hui et qu'est-ce qui nous a précédés finalement. Je veux bien que vous preniez le micro. En le mettant bien là, s'il vous plaît. Merci. Bien, comme vous l'avez si bien rappelé, Alain, effectivement, la vie qui nous a précédés a été bien riche et foisonnante. Et elle a une longue histoire, une histoire qui est encore débattue sur ses origines. On pense quand même que la vie, telle qu'on la connaît, telle qu'on la définit, on va dire, le plus communément, est apparue il y a quelques milliards d'années et s'est complexifiée au cours du temps pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette vie complexe et ces écosystèmes très organisés tout autour de notre planète est déjà installé, j'ai envie de dire, depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc en fait, ce foisonnement de la vie sur notre planète, il a déjà quelques centaines de millions d'années. Et c'est pour cela que se sont succédées des formes de vie soit très différentes de celles d'aujourd'hui, soit finalement relativement ressemblantes, très proches, en tout cas au moins morphologiquement, même si bien entendu ce sont des formes qui ont évolué au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui nous arrivent des formes de vie qui sont tout autant évoluées les unes que les autres, mais qui ont pu pour certaines garder des caractéristiques morphologiques communes parce qu'elles ont par exemple sélectionner des fonctions qui leur permettaient de garder donc ces caractéristiques, et également des choses très différentes, comme des formes de vie qui étaient adaptées à un moment donné, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et c'est peut-être dans ces formes de vie-là que nous aimons à rechercher des solutions pour aujourd'hui, pour à la fois nous inspirer donc de ces formes de vie un peu, on va dire, inédites, inhabituelles, mais également, en ce qui concerne nous, biologistes de l'évolution, nous aider à mieux comprendre cette évolution et le fonctionnement de cette évolution à travers justement ces formes de vie un peu inédites, un peu hors normes par rapport à aujourd'hui. Donc en fait, on a une relation gagnant-gagnant en faisant du biomimétisme parce que nous en tirons aussi, nous, beaucoup d'informations pour la biologie de l'évolution des organismes et donc la compréhension de notre planète. Merci Romain. Alexandra Houssaye, des choses hors normes, ça fait partie de ce que vous côtoyez au quotidien. Vous travaillez sur quelle échelle de temps et sur quel type de gabarit en quelques mots pour vous situer, entre guillemets? Je travaille sur des gabarits assez variés, mais en ce moment, effectivement,
Je dirige un projet européen ERC sur l'adaptation à la graviportalité, au fait d'être massif. Comment on fait pour bouger quand on a un squelette énorme. Donc c'est vrai que si on regarde les animaux actuels, on va avoir en grosse bête, on va avoir du rhinocéros, de l'hippopotame, de l'éléphant, ça va être notre maximum. Et donc on pourrait croire qu'il n'est pas possible qu'un squelette, qu'un animal puisse avoir une taille beaucoup plus importante et avec un squelette capable de supporter ce poids et capable de continuer à se mouvoir. Or, si on regarde dans le registre fossile, on a beaucoup de formes qui étaient vraiment très grosses, très volumineuses, très lourdes, et pourtant, ces formes arrivaient à bouger. Donc moi, je travaille sur l'adaptation biomécanique de l'os, savoir comment est-ce qu'il est possible que l'os s'adapte à toutes les contraintes qu'il va subir. Et pour les animaux massifs, on a par exemple un groupe qui défie quand même qui est complètement dans la démesure, c'est les sauropodes, donc les dinosaures sauropodes comme le diplodocus ou le brachiosaure par exemple, où là on a des bêtes qui sont vraiment excessivement massives, tellement massives qu'au début les premiers paléontologues pensaient que ces organismes devaient être semi-aquatiques parce qu'ils se disaient que c'était impossible d'assurer une locomotion sur Terre pour ces animaux. Ils se disaient c'est pas possible, s'ils se déplacent sur Terre, ils vont forcément avoir les pattes qui vont casser parce que biomécaniquement ça marche pas. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment le squelette s'est adapté pour permettre que ce soit possible de marcher. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire un os capable de supporter un énorme poids? Les sauropodes, c'est quelle taille, quel poids, c'est combien d'éléphants? Oula, c'est beaucoup d'éléphants. Non, mais même chez les mammifères, on avait des bêtes impressionnantes. On avait par exemple Paraceratherium, c'était le plus grand mammifère qui ait vécu, et on lui arrivait à peu près au genou. Et chez les sauropodes, on a des estimations de taille, de masse qui sont qui vont dans tous les sens, donc elles ne sont pas vraiment très justes. Mais sur la hauteur d'un sauropode, un brachiosaure, je sais pas, on lui arrive à la cheville, donc c'est complètement gigantesque. En plus, c'est des bêtes qui ont des coups longs, donc c'est complètement énorme. Et ça, ce sont des structures osseuses qui sont des structures de portage d'une certaine manière, qui peuvent aujourd'hui être intéressantes à étudier pour des problématiques là aussi de portage de charge dans des domaines industriels, d'architecture, des choses comme ça. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est ce type de parallélisme, de rapprochement que vous essayez de faire? Oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment essayer d'utiliser l'os, il doit toujours essayer d'assurer le maximum de résistance avec le minimum de matériel, parce que dès qu'on augmente un petit peu la masse de l'os, c'est très coûteux pour l'organisme de bouger son squelette. Donc, c'est toujours très économe, la nature. La nature est économe. Et donc, du coup, pour le bâtiment, c'est très intéressant, puisque pour tout ce qui est bâtiment, matériaux, structures, robots, essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire un outil qui est capable de porter un poids très important, capable de s'articuler aussi si jamais, tout en étant très résistant en utilisant le moins de matériaux. C'est vraiment des questions sur lesquelles on essaye de travailler. Et pareil aussi parce qu'on peut avoir des structures d'articulation comme des poulies. Des poulies, elles sont faites toujours avec une forme... les formes des poulies se ressemblent en général. Et chez des grosses bêtes, on a aussi des poulies qui sont à des niveaux où justement il y a une charge très importante qui va se mettre au niveau de l'articulation. Et donc, ça peut créer plein de nouveaux modèles pour faire une poulie capable de supporter des grosses charges. Alors ça, c'est un point intéressant. On va revenir vers Romain Garouste juste après, mais ça, c'est un point intéressant. On en avait parlé il y a quelques jours. Vous avez cité la poulie. Il y a parfois dans nos quotidiens des choses qui nous paraissent évidentes. On a le sentiment qu'elles sont optimales parce qu'elles ont toujours existé. Mais vous, en fouillant ces temps anciens, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient ressurgir du passé. Ben oui, parce que, comme l'a dit Romain, on a une diversité qui est énorme dans le passé. En fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Quand on regarde la diversité actuelle, c'est déjà assez important. On a déjà énormément à s'inspirer de la nature sur une très grosse diversité. Mais quand on part dans le registre fossile, le champ des possibles est décuplé. Et avoir accès à toute cette diversité, ça nous fait penser davantage parce qu'il y a un moment où on a des limites de l'esprit. On ne peut pas s'imaginer tant de choses que ça. Et on ne peut pas en fait réussir à s'imaginer la diversité qu'il y avait en fait dans les temps actuels et anciens. Et quand on prend en compte cette grosse diversité, on peut vraiment avoir un champ des possibles qui est beaucoup plus important, donc une beaucoup plus grosse gamme de pièces de Lego pour fabriquer plein de choses. Et parfois, ces époques ressemblent à de la science-fiction parce qu'elles ont aussi été l'objet de fantasmes cinématographiques. En réalité, c'est de la science-fiction qui a bien existé. Vous la rencontrez presque tous les jours, et notamment, Romain, des insectes, là aussi, hors normes,
qui parfois peuvent nous faire peur au cinéma, mais qui ont des capacités et des qualités absolument remarquables. Oui, tout à fait. En fait, on a, les humains, une relation particulière avec les insectes, avec tout ce petit monde qui est autour de nous, qui souvent est un petit peu négligé et nous fait peur. Et effectivement, la science-fiction a bien utilisé ce ressort pour aller dans ce sens, mais pour cela a utilisé aussi effectivement une forme de biomimétisme en allant chercher de l'information dans les paléosciences. Et chez les insectes, évidemment, c'est tout à fait l'objet des insectes géants qui, bien sûr, ont été exagérés encore plus dans effectivement la science-fiction, mais on retrouve dans notre registre fossile des insectes, donc il s'agit bien de ma spécialité. Donc depuis effectivement 300 millions d'années, les insectes peuplent la planète et de manière assez considérable et très rapidement ils sont devenus très, on va dire, indispensables aux écosystèmes. Ils les ont quelque part façonnés aussi, je parle des écosystèmes terrestres. Et donc très rapidement, au Paléozoïque, au Carbonifère par exemple, donc il y a à peu près 300 millions d'années, bien des formes géantes, volantes, ont été observées dans le registre fossile. Donc, dont les plus connus, on va dire, pour résumer, sont les libellules géantes. Alors géantes, oui, bien sûr, parce qu'elles faisaient à peu près 4 à 5 fois la taille des organismes actuels pour atteindre à peu près 80 cm d'envergure. Donc une libellule de 80 cm d'envergure, ça fait quelque chose de près d'un mètre quand même. Et donc c'est quelque chose d'assez peu ordinaire, qui n'existe plus du tout sur notre planète. Je vous ai dit, 4-5 fois la taille. Les plus gros insectes actuels, on a certains insectes qui peuvent atteindre 40-50 cm parce qu'ils ont des pattes très allongées ou des antennes, comme par exemple des phasmes, toujours dans les pays tropicaux. Et donc ces insectes nous interrogent sur plusieurs points concernant leur biologie. Évidemment, est-ce qu'ils étaient, on va dire, conçus de manière identique à ceux d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient des adaptations particulières pour atteindre ces tailles? Et quelles pouvaient être les conditions des paléo-environnements, donc des environnements du passé, pour favoriser en fait l'apparition de ces formes géantes qui aujourd'hui ont disparu, on peut le dire. Donc la paléo-inspiration en fait nous aide à aller dans les aspects fonctionnels de la biologie de ces organismes pour en comprendre l'évolution. Et là aussi, avec des applications qui peuvent être concrètes, vous parliez de ces libellules de 80 cm, eh bien, ces libellules du paléo pourraient inspirer des drones d'aujourd'hui ? Oui, complètement. Donc, nous avons un projet qui est financé par le CNRS dans un appel d'offres qui s'appelle Adaptation du vivant et qui nous permet justement d'explorer cet effet de taille à travers l'étude biomécanique du vol chez les libellules. À la fois, donc, il y a des incidences par rapport à la taille, mais également des incidences sur la forme. Et l'étude comparée et tout à fait concomitante de cette taille, de ces formes différentes, peut nous permettre d'envisager des applications dans tout ce qui est volant, que ce soit les drones, que ce soit les éoliennes. Ça fait partie vraiment des choses assez évidentes. Donc les éoliennes ont tout à gagner à s'inspirer des ailes d'insectes, notamment pour tout ce qui est une certaine souplesse dans leurs ailes. Donc en fait, l'optimisation du vol passe souvent par on va dire des formes qui amènent de la souplesse, qui amènent de la rigidité, de la souplesse et de la légèreté. Et j'ai envie de dire que les insectes, et particulièrement les libellules géantes, sont tout à fait optimisés pour cela et donc représentent un enjeu assez important dans ce sens. Incroyable. Je reviens vers vous, Alexandra, si vous voulez bien, parce que je crois que vous nous avez prévu quelques diapos, quelques images, parce qu'on a envie de se projeter. Alors, on ne va pas forcément tout voir, mais montrez-nous, on va afficher votre diaporama et emmenez-nous un petit peu en voyage avec vous. Et puis, de temps en temps, évidemment, on reviendra en discuter. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qui s'affiche chez vous. Que je commente les... Voilà. Alors sur cette slide-là, par exemple, c'est pour parler de tout ce qui est isolation, parce qu'il y a pas mal de travaux qui commencent sur les possibilités d'isolation en s'inspirant du registre fossile. Et par exemple, je vous ai mis... c'est pas un dinosaure, même s'il est toujours dans les jouets des dinosaures, mais la bête que vous voyez à gauche, c'est
C'est sur la lignée des mammifères, mais il y a très longtemps. Vous avez un espèce de stégosaure à droite, et vous voyez qu'ils ont des plaques sur le dos. Et ça, en fait, c'était probablement utilisé beaucoup dans tout ce qui était échange thermique, isolation, se rafraîchir ou se réchauffer, etc. Donc, ça pourrait être un modèle qu'on pourrait utiliser pour étudier tous ces mécanismes pour ensuite s'en servir. Et en dessous, c'est un glyptodon, c'est un mammifère qui vivait en Amérique du Sud. Et là, on s'est inspiré des éléments de sa carapace pour essayer de faire une structure qui soit résistante, bien protectrice. En regardant, on a scanné la structure interne, on a regardé comment tout était distribué pour essayer de faire des modèles d'isolation comme ça. Donc, il y a différents travaux qui sont utilisés dans le registre fossile aussi pour ça. Je crois que je vous ai mis d'autres slides après où on voyait des inspirations. Ici, c'est sur des formes aquatiques parce qu'on a beaucoup de formes aquatiques dans le registre fossile et il y a pas mal de gens qui vont étudier. Là, vous avez c'est des ichthyosaures, donc ça ressemble à des dauphins, mais c'est des reptiles. Vous avez des ichthyosaures qui sont dans l'eau et en fait, il y a une mécanique des fluides qui est faite pour essayer de voir comment leur corps était plus ou moins hydrodynamique, pardon. Et donc, on voit les traînées, est-ce que c'est très résistant ou pas? Et donc ça peut nous inspirer aussi pour faire des choses qui sont plus ou moins hydrodynamiques dans l'eau, et notamment avec le modèle des plésiosaures que vous avez en dessous, qui sont des reptiles marins qui ont inspiré le monstre du Loch Ness parce qu'ils avaient, pour certains, un très long cou avec une petite tête. Et en fait, on essaye de voir, ça peut servir pour voir comment des structures avec des espèces de bras comme ça, comme ce long cou, peuvent réussir à être propulsées dans l'eau en étant avec un bon aérodynamisme. D'autres exemples que je vous ai mis ensuite, c'était aussi pour les drones, je crois, où la libellule est un bon modèle, mais on peut également avoir les ptérosaures, donc ces reptiles volants, qui peuvent être utilisés dans des modélisations de drones ou d'autres reptiles volants qui étaient plus des planeurs qu'on a également observés. Donc, il y a différents modèles qui sont utilisés en bio-inspiration. Je vous ai mis aussi des bras articulés, je crois, sur la slide d'après, où on a une chercheuse, Annick Abourachid, au sein du laboratoire, qui a un grand projet sur le cou des oiseaux et voir comment se fait le cou des oiseaux, quelle structure ça a, parce que c'est vraiment un modèle pour tout ce qui est tenségrité dans l'architecture. Et donc, c'est un gros modèle pour faire des robots de bras, par exemple. Et si on va dans le registre fossile, on a aussi une énorme diversité sur des longs coups. Donc là, justement, vous avez un dinosaure sauropode en bas à gauche, mais vous avez aussi donc un plésiosaure, donc un long cou sur la gauche. Je vous ai mis à droite d'autres reptiles, donc c'est Tanystropheus par exemple, qui est un reptile hallucinant parce qu'il a un cou qui est complètement ultra long par rapport à la taille de son corps. Et donc, tous ces organismes peuvent servir pour vraiment essayer de faire des bras efficaces. Donc, il y a plein de modèles qu'on peut utiliser dans le registre fossile pour ça. Merci beaucoup Alexandra. Ce qui est frappant aussi, ça paraît évidemment vous vivez ça tous les jours, mais peut-être utile à rappeler, c'est que c'est de la haute technologie vos travaux de recherche avec des outils de modélisation. Je veux bien qu'on parle un petit peu de votre activité du quotidien, Alexandra et Romain, parce que vous essayez quand même de reconstruire bien souvent des tableaux où il y a plus de trous que de tableaux, hein, si j'ai bien compris. Donc c'est aussi de la modélisation, des estimations pour essayer, à partir des indices, vous êtes des enquêteurs aussi, hein, à partir des indices que vous avez, de reconstruire ces images du passé. Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, ce registre fossile dont nous parlons tant depuis quelques minutes et qui est effectivement 90% et bien plus du vivant, il nous apparaît pas toujours, il nous arrive pas toujours de manière complète et vraiment entière. Donc, on a souvent en fait une sorte de chasse, enfin plutôt d'enquête, comme vous disiez, tout à fait, une enquête pour reconstituer les organismes, reconstituer leurs fonctions, reconstituer leur forme, leur morphologie complète, qui ne nous apparaît pas tout le temps. Vous voyez, des fois, comme on a du mal à évaluer la taille d'un organisme parce qu'on ne le retrouve pas de manière entière, mais on a des outils tout à fait scientifiques pour, si vous voulez, déduire la forme totale de ces organismes. Et puis, nous avons aussi des équipements de haute technologie qui nous permettent d'aller observer dans les roches, donc où sont les fossiles, ou comme pour les insectes, dans l'ambre. Nous avons des technologies qui nous permettent, aussi bien dans des ambres translucides où on aperçoit quand même les organismes, où on peut les étudier avec des moyens optiques classiques, mais il y a aussi des ambres qui sont complètement opaques et qui sont aussi fossilifères, dans lequel il y a des organismes. Et donc, on utilise des moyens de haute technologie, en utilisant les rayons X,
ce qu'on appelle le CT scan, qu'on retrouve, nous avons la chance au muséum d'avoir un très bel équipement, mais nous avons aussi un environnement scientifique en Île-de-France avec des synchrotrons, ou à Grenoble aussi, donc avec le SRF, qui nous permettent d'avoir des outils qui nous permettent d'aller transpercer la matière, transpercer les roches, transpercer l'ambre le plus opaque, hein, on dirait un vulgaire caramel mou, mais dans lequel il y a des informations absolument extraordinaires. Et je vous en ai ramené 2 ici avec moi, justement. Donc ce sont des modèles en 3D issus de ces technologies, donc qui nous permettent d'avoir accès à des informations sur la morphologie des organismes qui se trouvent piégés dans l'ambre, par exemple. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un dermaptère fossile qui nous vient du Crétacé de France. Pardon, Romain. C'est à l'échelle 1 ? Non. Ah. Je dois avouer, effectivement, même si on a parlé des insectes géants tout à l'heure, là, il s'agit de, on va dire, d'un facteur 10 qui nous permet, je dirais, d'être un peu plus pédagogique et, voilà, et informatif. Mais oui, tout à fait. Ce sont des insectes qui ici font, on va dire, quelques centimètres de long et que l'on peut, grâce à la magie de l'impression 3D, rendre tout à fait visible. Et ce n'est pas que pour la pédagogie, puisque ça nous sert aussi, on va dire, de spécimens pour nos collections, puisque justement quand vous avez un spécimen dans l'ambre que l'on ne voit pas, donc c'est difficile de le garder en tant que tel. Donc on associe en fait ce qu'on appelle des médias, ça peut être des photos, mais ici on associe donc un modèle 3D qui nous sert à étudier et imager le spécimen. Ça veut dire que ça permet aussi d'avancer dans vos travaux sans altérer le modèle et le spécimen que vous avez trouvé. Oui, tout à fait, parce que malheureusement, plusieurs de ces méthodes sont soit, on va dire, légèrement un petit peu modifient un petit peu la nature des matériaux. C'est le cas des rayons X. Surtout les rayons X vont modifier les molécules biologiques, s'il y en a, et vous savez que c'est un challenge, lui aussi, qui a été d'ailleurs mis en évidence par la science-fiction. Donc c'est de trouver de l'ambre, de l'ADN dans l'ambre, dans nos fossiles d'ambre, puisque ça a fait l'objet quand même de toute une trilogie filmique très bien connue, Jurassic Park. On n'avait pas prévu d'en parler, mais Alexandra, il y a du fantasme aussi sur l'ambre, c'est Jurassic Park, tout ça. Bon, bah, écoutez, alors on profite de votre présence. C'est du grand n'importe quoi, Jurassic Park, ou c'est pas mal? C'est assez juste, assez réaliste? Comme toujours, la science-fiction s'appuie sur des choses véritables pour en faire des créations. Donc, par contre, tout n'est pas toujours véridique. Par exemple, tout simplement, l'ambre dominicain sur lequel est basée toute l'histoire de Jurassic Park est un ambre qui est d'une période qui est apparue après les dinosaures. Donc c'est un peu embêtant de se baser sur ces gisements, sachant qu'ils ne sont pas de la bonne époque. Mais à part ça, le fait de trouver de l'ambre dans des périodes qui concernent les dinosaures n'est pas une idiotie, c'est quelque chose qui est encore une voie de recherche, c'est très compliqué. Peut-être que les progrès de la paléogénomique vont nous permettre de faire des avancées dans ce domaine-là. On ne peut pas l'exclure. Donc la méthodologie est bonne. Après, il faut aussi reconnaître que bien souvent, l'art et la culture et des approches artistiques, y compris dans le domaine de la science-fiction, nous permettent aussi à nous, humains, de nous projeter. Enfin, tout ça contribue. Et parfois, on peut avoir des approches sur des schémas approximatifs, mais qui sont quand même intéressants. Alexandra, peut-être qu'on va continuer avec quelques images de votre diaporama pour continuer un petit peu le voyage avec vous, si vous voulez bien. Je veux bien qu'on remette quelques illustrations. Je crois que Romain est venu aussi avec quelques diapos pour nous montrer des images de ces insectes aux qualités remarquables. Pour rester sur ces outils de modélisation, comment vous travaillez avec d'autres collègues qui, par exemple, peut-être vont vous enseigner sur des données climatiques, parce que sûrement que ces espèces-là étaient adaptées évidemment à leur temps et à leur environnement. Et donc là aussi, j'imagine que vos travaux de recherche sont des travaux assez pluridisciplinaires. Oui, alors pour rebondir juste sur les films, je vais dire que des fois, c'était aussi
très enrichissant, ces films, pour nous aussi, parce que nous aussi, on fait de la théorie, on fait des modèles qui sont parfois sur l'ordinateur seulement. Et pour les films, il faut reconstruire les modèles réels. Et notamment pour des collègues dinosaurologues aussi qui font de la biomécanique, on essaye de travailler sur des reconstitutions de la locomotion de ces bêtes, le T-Rex qui court dans Jurassic Park, par exemple. Ça a été très intéressant pour tous les collègues qui étaient sur des modèles pour essayer d'estimer sa vitesse de course possible. En fait, une fois qu'on réalise le montage du vrai squelette, les scientifiques peuvent voir si toutes leurs hypothèses, elles peuvent marcher en vrai ou pas. Et voir si, en fait, non, ça marche pas, sa locomotion, là, ça va pas, il tangue. Récemment, il y a eu une reconstitution d'un spécimen, on a essayé de lui mettre des vitesses de faire bouger le robot avec différentes vitesses de course. Et on a vu que dans un cas, son squelette, il bouge trop sur les côtés, ça ne va pas du tout. Donc, ça a permis de tester des hypothèses scientifiques. Donc, des fois, la science-fiction, elle nous sert aussi pour revenir à la vraie science. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Oui. Non, mais c'est effectivement très juste et très, très intéressant. Et pour répondre à la question sur l'impact du climat, comment vous travaillez avec d'autres disciplines, d'autres collègues du muséum ou ailleurs pour essayer de comprendre les spécimens que vous étudiez selon le climat de l'époque? Comment ça marche et comment vous collaborez avec ces autres disciplines? Alors moi, comme je suis sur comment les animaux pouvaient bouger, le climat, j'ai pas vraiment de questions. Plus sur mes bêtes aquatiques, à la limite, parce qu'il y a cette question de où est-ce qu'on les retrouve. Quand je retrouve un reptile marin qui est censé être exotherme, enfin qui est pas censé, qui est censé avoir du sang-froid, comme on dit, qui a besoin de l'extérieur pour réguler sa température corporelle, et qu'on le retrouve dans des mers près des pôles, on va se dire comment c'est possible qu'ils survivent dans ces conditions-là. Donc là, oui, on a toujours besoin de travailler avec des collègues qui vont nous dire quelles étaient les conditions climatiques de l'époque. Et on se rend compte que comme ça a énormément changé, on ne va pas du tout avoir les mêmes bêtes aux mêmes endroits, aux mêmes latitudes, selon le climat global de la planète. Donc on doit toujours travailler en collaboration, mais tout le temps, parce que mes bêtes aussi, je veux savoir sur quel sol elles marchent, dans quel milieu. J'ai besoin de savoir si c'est une bête qui vit dans un milieu de forêt fermé ou si c'est une bête qui vit dans une savane ouverte. Donc on a toujours besoin de travailler les uns avec les autres. Quand on travaille sur un prédateur, on veut savoir après quoi il peut courir, pourquoi il se mettrait à courir. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un modèle d'une bête qui court s'il n'y a pas de proie à poursuivre. Donc c'est toujours un lien, on a toujours besoin de travailler les uns avec les autres. Et puis on a aussi, rien que pour moi, pour étudier la locomotion, besoin de travailler avec différents collègues, parce que moi je travaille sur l'os. J'ai besoin de collègues qui travaillent sur le muscle, par exemple. Donc, dans le registre fossile, on n'en a pas beaucoup, mais il faut faire des expérimentations sur des animaux qui existent encore pour essayer de vraiment comprendre le lien entre l'os et le muscle. Comme ça, après, quand on n'a que nos os, nous, on arrive à faire des bonnes inférences. On doit travailler avec des collègues qui font de la modélisation biomécanique à différents niveaux. Moi, je travaille beaucoup sur le post-crânien, mais il faut aussi des données sur le crâne, parce que le crâne, il est lourd en plus, donc il faut vraiment le prendre en compte dans les modèles. On ne peut pas tout faire, donc on a toujours besoin de travailler avec nos collègues. Merci beaucoup. On reste un peu avec vous, Alexandra. Je propose qu'on regarde 3-4 diapos que vous pouvez nous commenter si vous voulez bien. Et puis on essaiera de faire cette jonction entre le passé, le présent et l'avenir pour que vous nous expliquiez en quoi c'est inspirant aujourd'hui. D'accord. Alors là, c'est justement les bêtes sur lesquelles on travaille. C'est des animaux lourds. Donc vous avez un auroch en haut à gauche qui existait il n'y a encore pas très très longtemps, mais bon, qui s'est éteint en même quand nous on était déjà présents. Donc on travaille sur des animaux très lourds, et justement on a différentes possibilités d'avoir un membre qui porte. Si vous regardez les trois premiers animaux, vous avez un membre qui est assez plié pendant la locomotion, alors que si on prend les éléphants et les sauropodes, ils sont mis à faire un membre en colonne, donc un vrai poteau. Et ça change énormément de choses par rapport à l'adaptation. La forme des os, elle ne va pas du tout être la même. L'adaptation à supporter un gros poids, ça ne va pas du tout être pareil. Et à l'intérieur, la structure, elle va être complètement différente. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Romain, donc on peut scanner des tout petits bouts d'ambre des fois. Et nous, on s'amuse aussi à scanner des trucs gigantesques. Et on a notre pauvre collègue à Paris qui a dû donc mettre dans le scanner des os de sauropodes, justement. Donc là, c'est des os énormes qu'il a fallu scanner pour regarder comment était la structure à l'intérieur. Et ça aussi, c'est magique maintenant grâce au développement de la microtomographie à rayon X, parce que avant, pour regarder comment c'était dans un os, et dans un os fossile, fallait couper l'os, faire des lames minces, etc. Or, ça abîme le fossile, donc ça ne fait jamais plaisir, même si on essaye de le faire de la meilleure façon pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut scanner l'os
Et on peut avoir une idée non pas juste à un endroit où on faisait la lame mince avant, mais on peut avoir une idée de ce qui se passe en 3D. Et donc, ça nous donne un accès facilité à beaucoup plus de données. Sur l'os entier, on peut vraiment voir comment est la structure à l'intérieur de notre os fossile. Donc, c'est assez magique. Sur d'autres slides. Pardon Alexandra, je m'incruste pour rebondir une seconde là-dessus, parce que, y compris en matière de compréhension de la répartition, de la densité osseuse selon les points de force, etc. Je vous dis ça parce que je me souviens d'une intervention notamment d'un architecte, Michael Pauline, à Bioimexpo 2017, où il nous expliquait s'être inspiré de certaines structures osseuses d'oiseaux pour ne pas injecter de matière là où elle n'était pas utile et pour alléger des structures de portance en matière d'architecture. Tout à fait, tout à fait. Et alors là, j'avais une slide, mais qui est vers la fin. On a des collègues justement avec lesquels on travaille qui sont à l'Université d'Aix-Marseille dans un laboratoire de bioinspiration. Et ils ont fait une étude intéressante où ils ont pris un matériau et ils lui ont mis une structure qu'on appelle par optimisation topologique, c'est-à-dire que globalement, on fait de l'intelligence artificielle où on va imposer des contraintes à une structure, voir là où elles sont censées être les plus importantes, et on enlève de la matière là où normalement il n'y a pas beaucoup de contraintes. Donc au final, on a une structure qui est censée être optimisée, allégée là où il n'y a pas besoin et compacte, renforcée là où il y a besoin. Ils ont comparé ça avec des inspirations faites à partir d'os d'oiseaux et d'os de mammifères. Et c'était intéressant parce qu'au final, ils ont obtenu une meilleure résistance de leur modèle sur la structure inspirée d'os de mammifères. Ça veut dire qu'en fait, en s'inspirant du vivant, et pourtant, ce n'était pas une inspiration non plus ultra précise sur les os, mais déjà un début d'inspiration sur le vivant, ils ont réussi à avoir un meilleur résultat que par optimisation topologique. Donc, ça montre bien qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin en s'inspirant de ce qui existe dans la nature par rapport à ce qu'on arrive à concevoir en fait par intelligence artificielle avec tous nos modèles ou notre vraie intelligence à nous, humaines, limitée, quand on est au laboratoire. Peut-être une réaction, Romain, là-dessus, parce qu'effectivement, nos modèles, nos algorithmes, notre intelligence artificielle d'aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas trop basée sur aujourd'hui, justement ? Est-ce qu'elle n'est pas assez alimentée de toute cette connaissance du passé que vous maîtrisez, vous ? Ben oui, justement, c'est d'ailleurs tout ce dialogue que nous sommes en train de mettre en place, justement, avec les structures qui aident à faire rencontrer les ingénieurs, les scientifiques. Et nous avons aussi besoin, nous, en tant que muséum national, donc avec des collections nationales d'histoire naturelle, que ce soit des fossiles ou des collections d'histoire naturelle actuelles, eh bien, nous avons intérêt à pouvoir mettre à disposition un maximum toutes ces informations et nous sommes en train de réfléchir à comment le faire. Donc effectivement, les structures intermédiaires, les événements comme le vôtre, comme celui auquel nous participons aujourd'hui, sont vraiment très importants pour faire connaître en fait les modalités de tout cela, mais également les muséums doivent vraiment mettre à disposition les informations qu'ils ont dans leur collection. C'est très important, les collections, hein, vraiment, que ce soit des fossiles ou que ce soit des spécimens d'histoire naturelle actuels, pour pouvoir aider justement à cette médiation, à ce travail commun, mais également aider aussi des ingénieurs, des architectes à aller chercher de l'information, je dirais, par eux-mêmes également. Alors, on est ravis que Bioimexpo apporte un coup de projecteur. Nous, on est très, très enthousiastes pour tout ce que vous faites. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pense pas assez à vous, on ne vient pas assez spontanément vous voir? C'est ça aussi que vous êtes en train de dire? Oh oui, je le pense tout à fait, puisque nos collections, justement, sont tellement complexes, difficiles à gérer, très coûteuses à entretenir. Et donc, du coup, on est tellement focalisé, je dirais, sur leur conservation que l'on n'est pas toujours à même de pouvoir réaliser une bonne valorisation de celle-ci. Et tout là, nous sommes en train de parler de la valorisation de ces collections. Et c'est ce que les chercheurs font, hein, pas simplement en les étudiant, mais dans nos organismes, nous sommes aussi chargés de collections. Nous devons gérer en partie ces collections avec de nombreux collègues, hein, bien entendu, dont c'est le métier aussi. Et la valorisation que nous faisons par nos travaux de recherche, eh bien, je pense qu'elle doit passer aussi par
une sorte de médiatisation, c'est-à-dire la publication de médias associés aux spécimens qui peuvent chercher, par exemple, d'ailleurs, avec des méthodes tout à fait modernes, en fait, de la fouille de données automatisée, donc ce qu'on appelle, par exemple, notamment de haut débit, donc vraiment de l'analyse d'images automatisée avec l'intelligence artificielle pour aller chercher des modèles qui sont dans nos collections, dans donc nos collections de données liées aux spécimens. Bah écoutez, nous on est ravis de participer. Mardi dernier, on avait la chance d'avoir Audrey de Vidal, justement de la direction de la valorisation du muséum, pour nous expliquer tout ça. On revient vers vous, Alexandra, pour reparcourir quelques diapos, si vous voulez bien, et toujours avec cette idée on va aller picorer dans votre galerie d'images pour que vous nous expliquiez aussi comment vous inspirer du passé pour travailler justement en collaboration avec des industriels, des architectes. C'est plutôt... comment ça se passe? Vous travaillez avec qui vient vous voir et vous inspire vous-même? Qui inspirez-vous? Ah, peut-être avec votre micro, Alexandra. J'ai dit pour l'instant pas assez de gens, je pense, parce que comme Romain l'a dit, c'est vrai qu'on a tendance à faire nos travaux et de rester un peu dans notre tour d'ivoire. Et c'est vraiment négatif parce que le but, c'est d'échanger avec tout le monde et qu'on puisse être utile à la société. Et pendant longtemps, je pense qu'on a pensé qu'on était utile en lien direct avec ce qu'on faisait et seulement ce qu'on fait, nos questions à nous. Alors qu'en fait, il y a une grande utilité pour beaucoup de questions et pour beaucoup de choses dans la société. Et donc, c'est vraiment bien qu'on ait pris conscience de ça. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se mette à parler avec différents acteurs parce que on est tous avec nos propres langages, dans nos propres univers. Et quand on commence à échanger avec les autres, on se rend compte à quel point on peut tous s'apporter énormément. Donc, c'est vraiment des interactions qui sont très intéressantes, très stimulantes. Et c'est vrai que là où on pensait parfois qu'on ne pouvait pas être utile, quand on parle avec les gens, on se rend compte qu'en fait, on a effectivement beaucoup de choses à leur apporter. Ce qui est gratifiant, pas personnellement pour nous, mais gratifiant parce qu'on se rend compte qu'au-delà de nos questions de recherche qui nous sont propres, on a aussi plein d'autres questions en fait, pour lesquelles on apporte des éléments de réponse et qui peuvent être utiles à tous. Donc, ça montre aussi que la recherche fondamentale, elle est fondamentale pour aussi plein de choses qui vont être appliquées finalement, même si ce n'était pas ça qui était prévu à l'origine. Et moi, je sais... Pardon. Non, je vous en prie, on va poursuivre un peu votre diaporama, mais j'ai une question du public. Alors, c'est réel ou une perception, mais votre réaction, votre réponse sera intéressante. Pourquoi le vivant a-t-il changé d'échelle? Alors, je ne suis pas sûre de saisir la question. En fait, peut-être que, je fais une interprétation, mais peut-être qu'on a le sentiment... Peut-être qu'on a le sentiment que le passé était le monde des géants et qui ne sont plus. Peut-être que c'est ça la question. Alors, je pense que les géants sont beaucoup plus fashion et qu'ils plaisent beaucoup plus, mais on aurait une diversité énorme aussi sur une microfaune du passé. Donc, il y a toujours eu des petits. Il y a plein d'organismes qui étaient tout petits et qui étaient magnifiques. Il y a beaucoup de dinosaures de petite taille aussi. Il n'y a pas que des géants. Donc, il y a plein de bêtes qui étaient petites. Mais effectivement, les géants, c'est on s'en souvient le plus. Ça choque. On s'en souvient. Un T-Rex tout petit, ça intéresserait personne, alors qu'un T-Rex géant, ça fait rêver tous les enfants. Donc, il y a ça. Mais sinon, sur le fait d'une possibilité d'être géant, on a vu qu'en fait, il y a vraiment une période où il y avait beaucoup de formes d'assez grande taille parce qu'il y avait des conditions environnementales, des conditions climatiques, avec des ressources nutritives qui pouvaient être suffisantes pour tous ces organismes. Et puis, il y a un moment où les conditions environnementales ne permettaient plus ça et on a arrêté d'avoir beaucoup de formes géantes. Donc, il y a aussi une incapacité des fois à pouvoir avoir ça parce qu'il faut avoir les ressources pour. Romain Garouste, tu as peut-être un élément de réponse. Juste, Alexandra, c'est quoi un petit dino pour vous? Ah non, on avait des dinos qui faisaient la taille d'un pigeon, c'est pas très... ça fait pas peur, quoi. Il paraît que Romain Garouste me dit ça tombe bien, les pigeons sont des dinosaures. Tout à fait, donc ça va. Oui, pour revenir et pour appuyer ce qu'a dit Alexandra, effectivement, je crois que la réponse sur le gigantisme, elle est écologique. Le gigantisme, c'est en fait des formes qui sont sélectionnées parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de compétition. Il y a effectivement une ressource abondante, donc il n'y a pas de compétition. Et à partir du moment où il y a des événements
climatiques ou écologiques qui vont modifier ces conditions-là, eh bien, et notamment la notion de compétition, eh bien, vous allez avoir des formes qui sont beaucoup plus, on va dire, modérées, qui sont en compétition les unes avec les autres, et qui empêche, je dirais, une forme de prendre le dessus et d'aller sur on va dire des dimensions un petit peu hors normes et qui, effectivement, attirent notre attention. Comme le dit Alexandra, effectivement, c'est un peu à la mode. Ça attire notre attention parce que ça a été aussi mis en évidence, mis en avant par la science-fiction ou ce qu'on appelle le paléo-art, de manière plus globale. Hein. C'est aussi quelque chose de très à la mode. Hein. Les artistes sont très inspirés par les formes vivantes du passé. Et si je reviens à mes libellules géantes, eh bien là aussi, on a des causes de ce gigantisme et qui sont avant tout écologiques. On a beaucoup pensé à un moment donné que c'était une augmentation de l'oxygène dans l'air qui était le facteur principal de l'explication de ce gigantisme. En fait, tout simplement, on sait qu'à cette période-là, il n'y avait pas d'autres prédateurs et en fait vraiment de concurrents. Donc c'était des géants des airs parce qu'il n'y avait pas de concurrence. À partir du moment où, et Alexandra le montre dans une de ses diapos, on commence à avoir des lézards qui commencent à planer dans les airs, donc ils vont pouvoir aller à la conquête de ces milieux aériens, eh bien, les formes géantes aériennes vont disparaître et se mêler, on va dire, aux formes classiques. Alexandra, il y a des lézards qui planent dans les airs. Oui, mais aujourd'hui, on a des mammifères qui planent dans les airs aussi. D'accord. On montre encore... est-ce que vous voulez nous montrer encore une ou deux images et puis ensuite on va voir les images de Romain, si vous voulez bien, Alexandra. Pas de souci. Ce que vous voulez. Oui, elles arrivent. Pour enchaîner les diapos. Nous, on a une régie qui plane aussi, qui jongle. Elle est très habile. Continuité avec nos questions justement sur l'adaptation de l'os et au support. C'est pour montrer que pour différents projets de construction, en fait, quand on regarde comment est fait l'os, ça peut vraiment être très enrichissant. Donc là, je vous ai mis des constructions sur Terre, mais par exemple, on a aussi eu des modélisations de construction sur la Lune en rhéolite qui ont été imaginées à partir de la structure d'os d'oiseaux qui sont très légers. Donc vraiment, la structure osseuse, c'est un super outil pour essayer d'avoir des structures très portantes. Donc là, moi, comme je travaille sur du lourd, c'est plutôt pour porter un gros poids. Et là, c'est le projet en bas, c'est le projet de mes collègues d'Aix-Marseille, justement, dont j'ai parlé, où ils avaient un succès sur une structure héritée des mammifères qui était meilleure que celle qui était imaginée en laboratoire. Et puis, je crois que je vous ai mis une slide après sur les articulations, parce que, comme je vous l'ai dit, pour le modèle poulie sur lequel on essaye de travailler, on imagine toujours une poulie de même type. Or, si vous regardez à droite, je vous ai mis des modèles de l'articulation de la cheville qu'on a chez un cheval, un tapir, un gros rhinocéros fossile, et cette bête-là, qui est le plus grand mammifère qui a existé, que vous avez en bas à droite, donc qui était vraiment énorme. Et vous voyez que les poulies, elles se font différemment. On a déjà une forme qui varie beaucoup chez ces bêtes-là. Et en bas, notamment, c'est une forme qui est très adaptée pour supporter un poids colossal, alors que pour le cheval, c'est une autre forme qui est très contrainte pour que le membre reste vraiment fixe dans une seule direction. Donc, on a différentes propriétés selon la tête de la poulie. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on pourrait adapter dans tous les éléments quand on fabrique des machines diverses. Ce que vous êtes aussi en train de nous dire finalement tous les deux depuis le début, c'est que vous avez une forme de galerie, de typologie beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait observer en regardant uniquement le présent, parce que plein de contextes d'application, plein de contextes divers et variés, ce qui fait que vous regardez une poulie d'aujourd'hui et vous vous dites en réalité des poulies, il y en a peut-être eu des centaines si on regarde le passé en matière de services rendus, mais avec des formes différentes. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est de travailler justement avec des gens qui ont d'autres questions que nous, parce que nous, on va avoir des idées. On va regarder plein de types de poulies sur l'architecture, ça va nous faire réfléchir. On va se dire, cette forme-là, elle est plutôt adaptée à ça, selon le résultat de mon étude, celle-là plutôt à ça, etc. Donc, on crée des hypothèses. Seulement, dans la nature, en fait, chaque organisme est adapté à plein de choses différentes, plein de contraintes. Un cheval, il va aussi bien courir que rester debout, immobile pendant de très longues périodes dans la journée. Donc, il y a plein de contraintes différentes qui vont être appliquées au squelette, plein de choses. Il a aussi une histoire évolutive. Un cheval, ça n'a pas la même histoire évolutive qu'un primate, qui n'a pas la même histoire évolutive qu'un oiseau, etc. Donc, on a différentes histoires et tout ça, ça se retrouve dans le squelette. Donc, nous, on fait une hypothèse, mais en fait, on a toujours plein de paramètres qui rentrent en jeu.
Alors qu'après, on peut échanger. Donc, c'est ce que je fais par exemple avec mes collègues d'Aix. Moi, je peux leur soumettre une hypothèse et eux, ils peuvent tester cette hypothèse seulement d'un point de vue mécanique, regarder si ça marche, si cette structure, elle marche mieux. Et du coup, c'est super intéressant. Nous, on leur offre une diversité de formes et eux, ils peuvent tester pour nous cette hypothèse en prenant seulement ce paramètre en compte. Et après, on peut avoir un échange comme ça, un ping-pong qui se fait et qui permet pour nous d'avoir des hypothèses beaucoup plus solides biologiquement pour faire le moins de science-fiction possible. Le but, c'est de vraiment essayer de comprendre le lien entre les formes et les fonctions. Et pour eux, de leur donner des formes qui soient beaucoup plus riches, beaucoup plus résistantes, qui soient très utiles dans toute leur construction. On comprend bien, merci beaucoup. On va revenir en plateau avec Romain Garouste parce que encore faut-il savoir lire ces traces du passé et on veut bien profiter de votre présence pour quand même nous rappeler quelque chose qui est évident pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Vous avez parlé des insectes, vous avez parlé des fossiles, mais en réalité, c'est quoi un fossile et comment on le lit aujourd'hui? On va voir une ou deux diapos pour illustrer ça parce que vous êtes aussi venu avec des images. Mais d'abord, ces fossiles, on les trouve où et comment on les analyse et comment on les extrapole peut-être un peu? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc avec effectivement ces modèles 3D issus de l'ambre. Donc là, sur cette première diapo, qui est un diapo titre, on voit un petit peu les deux types. On voit un petit peu les deux grands types de fossiles d'insectes, donc qui sont ceux que j'étudie. Donc à la fois donc ceux que l'on trouve dans l'ambre, que l'on trouve donc ici à gauche. Donc là, vous voyez une petite punaise dans l'ambre de l'Oise, qu'on trouve dans la région parisienne. Et puis au milieu, vous avez donc une impression donc d'un insecte dans des roches sédimentaires qui sont là du Crétacé, donc un petit peu plus ancien que l'ambre de l'Oise. Et vous avez à côté donc une image qui est une représentation en 2D d'un modèle 3D qui est issu de ces analyses dans l'ambre. Et donc, voilà un peu à quoi ressemble le registre fossile de cette énorme biodiversité et paléodiversité que représentent les insectes. Donc, c'est un foisonnement, ce sont plus des branches du vivant, là, ce sont des arbres entiers qui décrivent cette diversité et qui, vous voyez, commencent très tôt dans le passé, finalement depuis le Carbonifère, avec une très forte diversité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des formes qui sont disparues. Et ces formes, donc, qui sont apparues quand même progressivement dans le temps. On voit quand même, si on regarde avec ce petit diagramme-là, on voit qu'il y a vraiment une forme en triangle et que cette diversité, elle part au départ de manière relativement modeste et elle augmente aujourd'hui. Et la partie la plus large, c'est vraiment la diversité actuelle. Et donc, les deux axes, c'est quoi? On voit en fait diverses lignées d'insectes. Les deux axes, et vous avez le temps. D'accord. Voilà, et le nombre de familles, donc en fait, qui représente une façon de représenter la diversité. Donc vous voyez que c'est actuellement que la diversité est la plus élevée, parce qu'à chaque période, il y a quand même une augmentation de cette diversité au fil du temps, sauf que nous avons, pour ce registre fossile, une vision partielle, c'est-à-dire que tout n'a pas été découvert, tout n'est pas parfaitement connu, donc cette forme triangulaire peut être un artefact aussi de la connaissance. Par contre, on sait qu'au départ de l'origine des lignées, donc vraiment la pointe du triangle, eh bien évidemment cette diversité est moins élevée et qu'elle se diversifie au fil du temps. Donc, quand on parlait des 99% de la biodiversité, en fait, il ne faut pas aller la chercher dans la dernière partie du diagramme, la partie la plus haute, mais dans l'épaisseur du triangle. Donc, c'est le cumul de ces formes de vie passées qui fait en fait ce registre fossile énorme et ce réservoir de solutions qui est plus ou moins à notre portée. Je dis plus ou moins parce que d'abord, les paléosciences ne sont pas les sciences, je veux dire, les mieux supportées aujourd'hui dans la recherche. Donc tous les gisements ne sont pas fouillés autant qu'ils pourraient l'être. Et puis nous avons quand même des difficultés pour bien appréhender et comprendre ces fossiles parce qu'ils nous apparaissent aujourd'hui dégradés voilà, par les conditions de fossilisation, la géologie des sédiments où ils sont restés pendant des dizaines de millions d'années quelquefois. Et donc, ça nous complique un peu la vie, mais on a plein d'informations quand même à en tirer et on y arrive un petit peu. Donc, par exemple, on savait pour le vol, donc j'ai essayé de décliner
on va dire plusieurs fonctions, donc souvent liées au déplacement, effectivement. Parce que c'est peut-être les plus marquantes. Donc le vol, bien, on avait, au cours du passé, on a eu, donc les insectes ont au maximum de paires d'ailes aujourd'hui, mais on sait, dans le passé, on a trouvé des formes avec 3 paires d'ailes, et on se pose la question à quoi elles servaient, quels avantages adaptatifs cela leur conférait, pourquoi ces formes ont-elles disparu aujourd'hui. Donc voilà, c'est les questionnements que l'on a. Donc même les libellules à l'époque, certaines très primitives, très basales, avaient aussi 3 paires d'ailes, donc et de grande taille et 3 paires d'ailes. Donc voilà les formes que l'on étudie. Les fameuses libellules géantes dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez un petit peu là avec ce schéma la comparaison par rapport aux formes de vie des insectes actuels, donc qui sont à droite, et à gauche, vous avez donc la fameuse libellule de 80 cm d'envergure. Donc vous voyez, entre 70 et 80 cm d'envergure. Donc vous voyez ce que ça donnait, c'est quand même assez inhabituel. Et au-dessus, la petite photo, elle montre un modèle 3D que nous avons fait imprimer, que je n'ai pas pu amener avec vous parce que malheureusement, ce sont des modèles qui sont fragiles. Et à force de les amener comme ça sur des plateaux, mon joli modèle a perdu quelques pattes et quelques antennes. Donc voilà, il faut que je le répare avant de continuer à le montrer. Alors voilà une jolie représentation du paléo art fait en collaboration avec des artistes et donc des scientifiques. Donc voilà une des meilleures représentations que l'on a actuellement de la morphologie de ces formes du passé. Et on voit à côté une aile d'odonate actuelle, de libellule, et qui permet vraiment de montrer les petites différences anatomiques, mais qui ont une incidence sur le vol. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier là avec nos collègues biophysiciens de l'école de physique et de chimie de Jussieu, qui vont essayer de nous aider à comprendre vraiment quel était le vol de ces formes du passé. Est-ce que Romain voulait nous montrer encore une ou deux images? Mais je m'arrête une seconde sur quelles leçons on peut en tirer aujourd'hui et comment vous travaillez. Vous avez dit que ça a des incidences sur le vol, donc sur la performance en vol, avec des gens, je ne sais pas, à l'ONERA ou chez Airbus. Est-ce qu'il y a des échanges? Alors, pour l'instant, non, pas directement. Nos échanges se limitent vraiment avec des collègues qui sont dans d'autres disciplines que la nôtre, donc la biophysique du vol. Donc, on va créer, donc le programme commence. Il a malheureusement été un peu bouleversé par la période Covid. Et donc, on devait, au cours de cette année, passer des modèles 3D en soufflerie, ce genre de choses que nous n'avons pas pu réaliser. Et nous allons donc, avec quelques mois de décalage, le faire, j'espère bientôt. Et effectivement, à partir de là, eh bien, nous verrons ce que nous pouvons faire auprès de partenaires industriels, et si ça peut intéresser certains d'entre eux. Mes collègues biophysiciens sont, eux, en contact avec plusieurs partenaires de ce type. Ils travaillent notamment sur les éoliennes. Et donc, ils pourront voir comment on peut passer à une phase effectivement d'application de tous ces petits caractères issus de nos observations du passé. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde encore une ou deux diapos, on revient vers Alexandra et on va clôturer cette émission. On voudrait passer des millions d'années avec vous, mais on va se quitter dans quelques minutes. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est, comme Alexandra tout à l'heure, bien sûr, ce sont les milieux aquatiques. Et bien, les insectes ont aussi des formes aquatiques, des larves, mais aussi des adultes. Certains d'entre eux font tout leur cycle de vie dans les milieux aquatiques. Et on a trouvé dans le registre fossile des formes aquatiques avec des adaptations tout à fait étonnantes qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, voilà un petit peu les choses qui nous intéressent actuellement avec ces formes de vie fossiles, avec des palettes natatoires tout à fait originales, que l'on a retrouvées aussi dans des larves, là aussi, avec des formes un petit peu inhabituelles. Et on se pose la question, puisqu'on n'a pas d'équivalent actuel, c'est en fait comment ces organismes nageaient, se déplaçaient dans le milieu aquatique avec tous ces dispositifs et en quoi ils étaient mieux adaptés à leur époque. Voilà. Et c'est pas un insecte, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a eu des organismes invertébrés
ici même un arthropode, hein, donc tout à fait hors norme, donc bien plus grand qu'un être humain. Vous voyez, quasiment 4 mètres de long, donc ce qu'on appelle les euryptérides. Pour résumer, on les appelle les scorpions marins. Donc, qui vivaient vraiment peut-être même avant la période des insectes, donc au Dévonien et voire avant. Et donc là aussi, des palettes natatoires, des dispositifs d'aide à la nage, à la natation, tout à fait originaux, et on ne sait pas comment ces organismes évoluent dans l'eau aujourd'hui et en quoi cela peut nous aider. Et de la même manière, ça c'est un programme qui va probablement démarrer, c'est sur la flottaison. Et là aussi, on se pose la question pour aider à la flottaison des organismes. Donc les insectes ont aujourd'hui encore plein de dispositifs pour flotter avec qu'on appelle de l'hydrophobie, voire même de la super-hydrophobie sur les pattes pour pouvoir flotter. Et on a trouvé des formes du passé tout à fait inédites, un petit peu géantes aussi, un petit peu hors normes. Et on se pose plein de questions sur la flottabilité de ces organismes. Et on est en train d'étudier en fait la forme de leurs pattes, qui est tout à fait originale pour la période et qui n'existe plus aujourd'hui, et voir en quoi ça pourrait inspirer également des modèles, des mini robots flottants pour se déplacer sur l'eau. Bon. On est, je pense, tous estomaqués. On revient vers vous 1 ou 2 minutes, Alexandra, si vous voulez bien. Et puis, eh bien, on reprendra la conversation un peu plus tard sur une autre Biomime Expo ou à une autre occasion. Alexandra. Oui. Non, j'ai pas de questions. Je voulais vous laisser le temps d'apporter une réaction, un complément d'information ou un message. Il faut se passionner pour cette période et pour vos activités. Et vous avez le sentiment de contribuer par vos recherches à la révélation de solutions nouvelles pour nos enjeux d'aujourd'hui. Est-ce que cette époque du paléo rentre en résonance avec nos enjeux d'humanité d'aujourd'hui? En nous montrant que tout groupe dominant peut s'éteindre s'il ne fait pas attention à ce qui se passe, oui, peut-être. Mais on a... Ce qui est surtout important sur la paléo-inspiration, je pense, c'est vraiment ça, d'offrir cette diversité en plus, d'offrir aussi des conditions qui n'existaient pas du tout, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ça peut être utile dans nos situations où on va avoir des changements climatiques, des conditions qui vont être très différentes de celles qui sont actuelles, or qui ont existé à plusieurs moments dans la vie passée. Donc on peut s'inspirer de formes du passé pour pouvoir peut-être mieux les gérer. Mais en tout cas, comme Romain, il y a un intérêt pour nous à faire ce lien avec la bio-inspiration. Bon, ça nous fait nous aérer, certes, mais je pense que c'est très stimulant pour tous les côtés. C'est agréable de voir que notre recherche, elle sert à plein d'autres choses que ce qu'on fait. C'est chouette que vous ayez vraiment développer ce lien entre le milieu industriel et le milieu de la recherche fondamentale, parce que je pense que c'est très nécessaire pour qu'on apprenne à communiquer ensemble, pour qu'on ose communiquer ensemble, parce qu'on se dit toujours que c'est des univers différents. Or, c'est très important qu'on parle tout simplement, calmement, et en fait, on arrive à voir qu'il y a énormément d'intérêts communs à trouver. Donc, des événements comme la Biomime Expo ont tout à fait, sont vraiment appréciables, je pense, de tous côtés. Nous, à la fois pour nos projets en robotique, dans la construction, dans tout ce qui est modélisation pour le domaine médical, etc. On a toujours envie de parler à des vrais gens, parce que pour nous, des fois, c'est des thèmes où on va dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais ça reste très abstrait ». Et on a besoin d'interaction avec toutes ces personnes pour pouvoir concrétiser ça en quelque chose de bien. Bah écoutez, c'est un grand plaisir et merci surtout à vous. J'ai plein d'exemples en tête de chercheurs qui sont parfois surpris des idées que leurs travaux de recherche génèrent chez d'autres, et idées auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc tant mieux, vive l'hybridation des idées, on en parlera demain avec Gabriel Alperne d'ailleurs. Romain, un dernier mot peut-être? Oui, pour rebondir aussi, effectivement, je crois qu'il faut que tout cela nous interroge sur notre façon de vivre, et notamment notre façon de vivre par rapport aux écosystèmes d'aujourd'hui. Alors, les écosystèmes d'aujourd'hui sont bien sûr les héritiers des écosystèmes d'hier et de toutes ces formes de vie dont nous venons de parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je dirais, le patrimoine géologique dont font partie tous ces organismes du passé, donc à travers des gisements fossiles, à travers
donc des collections, à travers plein de choses liées à ce patrimoine quasiment culturel aussi, eh bien, il faut vraiment mettre l'accent sur la préservation. Donc il faut préserver les sites, il faut augmenter, je dirais, les moyens pour pouvoir aller chercher ces formes du passé pour mieux comprendre donc notre passé, mais notre présent, mais donc notre avenir, que ce soit à travers le fonctionnement actuel des écosystèmes, mais également tout ce que le biomimétisme peut nous apprendre. Et donc je crois qu'on a encore doublement, voire même de manière quadruple, une justification de défendre la conservation de nos écosystèmes et des informations de ceux du passé. Absolument, merci beaucoup et on a compris à travers vos témoignages plein de choses. Merci pour cette plongée abyssale dans le temps et vertigineuse mais extrêmement excitante et enthousiasmante et on a compris à travers vos travaux que effectivement protéger l'environnement, à travers l'écologie, etc., c'est aussi protéger notre histoire et notre capacité à continuer à la lire. Merci beaucoup Alexandra Houssaye, directrice de recherche CNRS Muséum national d'histoire naturelle, Romain Garouste, chercheur et également chargé de collection au Muséum national d'histoire naturelle. On était très heureux de passer ce moment avec vous. À bientôt et vive le paléo-biomimétisme. On se retrouve à 14h30 sur le plateau de la Biomimexpo Digital Week pour parler justement transmission, enseignement, formation, avec des écoles qui sont à la pointe en matière de cursus liés et dédiés au biomimétisme parce que tout ce que vous faites, ça passionne les nouvelles générations, notamment d'étudiants, et des nouveaux cursus se mettent en place pour enseigner le biomimétisme. On en parle à 14h30. Rendez-vous tout à l'heure. Bon déjeuner.